P1, je m'appelle Madeleine. J'ai 65 ans et je suis veuve depuis 8 ans. Mon mari Paul et moi avions ouvert, il y a plus de 30 ans, un petit restaurant dans le quartier des Halles, en plein cœur de Paris. Nous l'avions baptisé la Table de Paul, un nom simple, sans prétention, qui portait pourtant toute notre obstination. Son amour de la cuisine, ma façon de recevoir les gens, nos économies serrées pour acheter le four, le carrelage, ces chaises que j'ai cirées des milliers de fois. Chaque carreau du sol, chaque verre accroché derrière le comptoir, chaque recette griffonnée dans mes carnets portait l'empreinte de notre vie commune. Quand il est parti, terrassé par un infarctus brutal, j'ai promis de continuer seul. Je croyais tenir par fierté autant que par amour. Mais cette promesse a brûlé, littéralement, dans la nuit du 12 février dernier. Le téléphone a sonné à 3 heures du matin. Une voix de policier, encore endormie et mécanique, m'a dit « Madame, votre établissement est en feu. Les pompiers sont sur place. Venez immédiatement. » J'ai enfilé un manteau, pris mes clés en tremblant et j'ai couru. Les rues étaient vides, l'air coupant comme une lame. La marche jusqu'à la rue Rambuteau m'a paru durer une éternité. Là où, la veille, la façade lumineuse de la Table de Paul souriait aux passants, il n'y avait qu'un brasier, une bouche noire qui avalait la nuit. Les flammes léchaient les volets, effaçaient les lettres du nom, transformant le bois en une peau flamboyante. Les pompiers luttaient, nappes d'eau et jets de mousse, cris et ordres. L'odeur du plastique fondu, de la graisse et du bois brûlé m'a pris au ventre. J'ai senti mes jambes se dérober. Je me suis accrochée à une barrière en métal et j'ai regardé mon monde se réduire en cendres. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. J'étais comme pétrifiée, figée devant l'apocalypse intime qui engloutissait 30 ans de vie. Des badauds filmaient avec leur téléphone, fascinés, indifférents. On voyait dans leurs yeux autre chose que de la compassion, une curiosité brutale, le salut de celui qui assiste à un spectacle. Personne ne savait que derrière ces flammes brûlait le cœur d'une femme, l'héritage d'une vie entière de travail, l'histoire d'un couple. Quand un pompier s'est approché et m'a demandé si j'étais la propriétaire, j'ai hoché la tête. Il m'a regardé avec une pitié rapide, puis est retourné à son effort. Le lendemain, la fumée à peine retombée, les experts ont parlé. J'ai entendu le mot que je redoutais, incendie volontaire. Pas une défaillance électrique, pas un accident, mais un geste intentionnel. Ils ont trouvé des éclats de verre, des traces de carburant, un point d'ignition dans la réserve. Mon assurance m'a demandé une déclaration dans les 5 jours, la liste complète des objets détruits, les factures. On m'a parlé de franchise, d'expertise, de délai. J'ai pris un carnet et un stylo et j'ai commencé l'inventaire. Le vieux piano de cuisine en fonte, 3 500 €, la collection de verres soufflés que Paul avait choisi, 1 200 €, le portrait de nous deux près de la caisse, inestimable. Chaque ligne que j'écrivais était une petite mort. Mais une autre plaie s'ouvrit bientôt, plus intime. Qui voulait ma ruine? Les rumeurs ont surgi comme des étincelles. On parlait d'émeutiers, du climat de violence qui avait traversé la ville ces jours-là. Et pourtant, une voix d'employé du café d'à côté vint souffler un nom qui m'a glacé le sang. On a vu quelqu'un de votre famille hier soir, près de la ruelle. Elle a hésité, puis a murmuré « Votre belle-fille avec Marc. » Marc, mon fils. Sophie, sa femme. Je me suis refusée à y croire. Marc, c'était mon garçon, le nourrisson que j'ai serré contre moi pendant des nuits blanches, l'adolescent qui a laissé des bobs et des cahiers partout. Sophie, je l'avais accueillie dans la maison, parfois malaisée devant sa manière un peu calculée d'aimer, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse souhaiter ma disparition. Et pourtant, la rumeur s'accrochait, tenace, comme une odeur qu'on ne peut chasser. Au commissariat, leurs visages m'ont heurté. Sophie avait le teint livide, une précision presque théâtrale dans ses gestes. Elle s'est jetée à mon cou, les mains sur mes épaules. « Quelle horreur, maman! Quelle horreur !» Son parfum m'a presque suffoquée. Marc, lui, évitait mon regard et répétait les mêmes banalités. « On va trouver des solutions, on va reconstruire. » Mais je cherchais dans ses yeux la vraie douleur d'un fils et je ne la trouvais pas. Ce soir-là, dans mon appartement, j'ai compris 2 choses. Premièrement, le feu n'était pas seulement dans les murs de mon restaurant, il s'était insinué dans la confiance qui liait ma famille.
Deuxièmement, ma réaction ne serait pas un cri de vengeance immédiat. Je ne hurlerai pas, je ne casserai rien. Je ferai autre chose. J'observerai, j'écouterai, je rassemblerai. J'ai appris à mijoter des plats pendant des heures. Désormais, j'allais mijoter une autre chose, une patience qui ferait lever la vérité. Je me suis assise à la fenêtre. Paris s'endormait sous une bruine fine. J'ai fermé les yeux et promis à Paul là-haut que je ne laisserais pas son nom s'éteindre dans la fumée. Je chercherais la vérité, et quand je la tiendrais, elle ne jaillirait pas en cris, mais s'imposerait dans le silence tranchant de la justice et de la révélation. Souvenez-vous, quand on perd une maison, on croit tout perdre. Mais parfois, la perte ouvre des portes qu'on n'osait plus pousser. Racontez-moi en commentaire, si c'était vous, que feriez-vous, crier ou attendre? Chaque justice pour la table de Paul. Les jours qui suivirent l'incendie furent une succession d'heures lourdes, remplies d'odeurs de suie et de papiers administratifs. Paris reprenait son rythme habituel, mais pour moi, chaque pas dans le quartier des Halles me ramenait à la façade noircie de mon restaurant. Le matin, je descendais acheter du pain comme autrefois et je croisais les regards compatissants de mes voisins. Certains me touchaient l'épaule en murmurant « Courage, Madeleine ». Mais dans leurs yeux, je voyais aussi l'ombre de la rumeur, et si ce n'étaient pas des inconnus qui avaient allumé ce feu. L'expert mandaté par l'assurance passa 2 jours entiers dans les décombres. Son carnet ne le quittait jamais. Il mesurait, photographiait, notait. À chaque fois que son stylo grattait le papier, j'avais l'impression qu'il écrivait l'acte de décès de ma vie passée. Il me montra les traces sombres sur le sol, m'expliqua que l'accélérant avait été répandu d'une main sûre, avec l'intention de détruire le lieu en profondeur. Ces mots résonnaient comme des gifles. Ce n'était pas un hasard, madame. Quelqu'un voulait votre perte. Je passais mes soirées à remplir des formulaires. L'assurance exigeait un inventaire complet. J'écrivais, ligne après ligne, tout ce qui avait brûlé. Chaque objet portait un souvenir. La table en bois sur laquelle Paul avait gravé nos initiales, la vieille horloge qui sonnait faux, mais rassurait mes clients, le tablier taché que je refusais de jeter. Je comptais en euros, mais dans ma tête, chaque chiffre se transformait en souvenir arraché. Et pourtant, au-delà de la douleur matérielle, une inquiétude grandissait. La serveuse du café voisin répétait son observation. Elle avait vu Sophie et Marc près de la ruelle, la veille de l'incendie. Je tentais de me convaincre qu'il s'agissait d'une erreur, d'une illusion. Mais mon instinct maternel me rongeait. Pourquoi Marc évitait-il de me regarder droit dans les yeux? Pourquoi ces visites, depuis quelques jours, s'accompagnaient-elles de phrases étranges, presque mécaniques? Tu devrais penser à tourner la page. Peut-être que vendre serait une solution. Un après-midi, je surpris une conversation entre Sophie et une voisine. Elle parlait bas, croyant que personne n'écoutait. Avec l'argent de l'assurance, Madeleine pourrait enfin se reposer. Cette phrase s'imprima dans ma mémoire comme une brûlure. Se reposer, comme si j'étais déjà trop vieille, déjà inutile, déjà prête à disparaître. Le soir, seule dans mon salon, j'ai sorti un vieux classeur à anneaux. J'y ai glissé les premiers papiers de l'assurance, le rapport provisoire de l'expert, les coupures de presse. Puis j'ai pris une feuille blanche et j'ai commencé à écrire ce que j'appelais mon cahier de cendres. J'y consignais chaque détail, chaque phrase, chaque rumeur, non pas pour me venger dans la fureur, mais pour construire patiemment une vérité que je pourrais brandir le moment venu. Marc est venu me voir peu après. Ses mains tremblaient, il évitait toujours mon regard. À voix basse, il a murmuré « Maman, il faut être réaliste. Le restaurant, c'est fini. Tu pourrais profiter de l'assurance pour vendre et penser à toi. » Je l'ai écouté sans répondre. À cet instant, je ne voyais plus mon fils, mais l'écho d'une manipulation. Était-ce sa voix ou celle de Sophie qui parlait à travers lui? J'ai compris que je ne pouvais plus me contenter de soupçons. Je devais chercher, fouiller, assembler. Alors j'ai adopté un masque, celui de la mère brisée, fatiguée, résignée. Je laissais croire que je ne comprenais rien aux démarches, que je n'avais pas la force de lutter. Mais en réalité, chaque parole de Sophie, chaque geste de Marc, je les notais dans mon cahier. Plus je me faisais petite, plus ils baissaient leur garde. Le feu avait détruit mes murs, mais il m'avait donné une nouvelle arme, la lucidité.
Et cette lucidité, je la nourrissais en silence. Je n'attendais plus que le moment où, de leurs propres lèvres, sortirait l'aveu qui les condamnerait. Les semaines passaient, mais les flammes continuaient de danser dans ma mémoire. Chaque nuit, je revoyais la façade de la table de Paul s'effondrer dans un fracas d'étincelles. Le jour, je me forçais à marcher dans le quartier, à saluer les commerçants, à acheter mon pain comme si de rien n'était. Mais derrière mes sourires fatigués, une obsession me rongeait. Sophie et Marc avaient-ils eu un rôle dans cette tragédie? Un après-midi, alors que je prenais un café au panier d'or, Karim, un ancien employé du marché, vint s'asseoir à ma table. Il avait ce regard gêné de celui qui porte un secret. À voix basse, il me dit « Madeleine, je ne veux pas me mêler, mais j'ai vu Sophie, la veille du feu. Elle discutait avec un type près d'une camionnette blanche. Il regardait votre façade. Elle avait l'air pressée. J'ai senti mon cœur se serrer comme dans un étau. Je le remerciais d'un signe de tête, mais mes mains tremblaient sous la table. Ce témoignage confirmait ce que mon instinct murmurait depuis des jours. Le soir même, j'ai ouvert mon classeur, ce cahier de cendres que je remplissais chaque jour. J'y ai noté les paroles de Karim, les détails de la scène, l'heure approximative. Le dossier prenait forme, les factures suspectes, les phrases ambiguës de Sophie, maintenant ce témoignage. Je ne construisais pas seulement une mémoire, je bâtissais une arme. Marc, de son côté, changeait d'attitude. Quand il venait me voir, il semblait nerveux, incapable de soutenir mon regard. Un soir, il osa. « Tu devrais penser à vendre, maman. Recommencer ailleurs. » Sophie connaît quelqu'un qui pourrait racheter le fonds, même abîmé. Ces mots me brûlèrent comme une lame. Vendre? Recommencer? Comme si 30 ans de vie pouvaient se troquer contre un chèque. Je restais muette, mais une certitude s'enracinait. Marc n'était plus seulement faible. Il était complice. Cette nuit-là, je sortis marcher. Devant les décombres calcinés de mon restaurant, j'aperçus une silhouette. Sophie. Elle croyait être seule. Elle parlait au téléphone. Sa voix résonnait dans la rue silencieuse. « Ne t'inquiète pas, l'assurance va payer. » Marc est de mon côté. Madeleine finira par céder. Ces mots me frappèrent en plein ventre. J'étais cachée derrière un lampadaire, glacée. Je n'avais plus de doute. L'incendie n'était pas un malheur venu du hasard. C'était un plan. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec mon avocate. Je lui confiai tout, mes soupçons, les factures retrouvées, le témoignage de Karim, et maintenant ses paroles entendues. Elle m'écouta en silence, puis dit « Madame Besson, ce que vous décrivez peut relever de l'escroquerie organisée, mais il faudra plus de preuves. » Ces mots m'atteignirent, mais au lieu de m'abattre, ils m'aidèrent à comprendre. Ma vengeance devait être patiente. Alors je décidai de feindre l'ignorance, de me montrer fragile. Plus je me ferais petite, plus il se croirait fort, et plus il se trahirait. Je commençais à écouter les silences, à tendre des pièges de mots. Quand Sophie me rendait visite, je faisais semblant de ne pas comprendre. Je laissais échapper une remarque naïve. Et elle, sûre de sa supériorité, se laissait aller à des phrases lourdes de sens. « Tu sais, Madeleine, avec l'argent de l'assurance, tu pourrais enfin penser à une maison de repos. Ce serait plus simple pour toi. Plus simple pour elle, oui. » Je notais tout dans mon cahier. Les jours s'écoulaient ainsi entre sourires simulés et phrases envenimées. Mais au fond de moi, je sentais naître une force glaciale. Si Sophie croyait me pousser à la résignation, elle se trompait. J'étais prête à attendre, à guetter, à les laisser s'enfermer dans leurs propres mensonges jusqu'au jour où la vérité éclaterait. Car moi, Madeleine, veuve de 65 ans, j'avais perdu un restaurant. Mais j'avais gagné une détermination que rien ni personne ne pourrait éteindre. Le printemps arriva sur Paris, mais pour moi, chaque bourgeon n'était qu'une illusion. Les halles reprenaient leur agitation, les cris des marchands, l'odeur des fruits et des poissons frais. Pourtant, je voyais tout à travers un voile, celui des flammes encore gravées dans ma mémoire. Les gens souriaient, les enfants couraient, et moi je marchais comme une étrangère au milieu de mon propre quartier. Je continuais à remplir mon cahier de cendres. Chaque témoignage, chaque rumeur, chaque détail noté devenait une pièce d'un puzzle macabre. J'avais déjà inscrit les phrases de Sophie, les hésitations de Marc, le récit de Karim. Peu à peu, une histoire parallèle prenait forme, une histoire qu'il voulait cacher, celle d'un plan orchestré pour effacer la table de Paul
et s'emparer de son assurance. Je savais que mes soupçons ne suffiraient pas. Il me fallait une stratégie. Alors, j'ai choisi de jouer le rôle de la veuve affaiblie. Aux yeux de Sophie et Marc, je devais sembler perdue, incapable de comprendre les papiers et les procédures. Je me laissais consoler par des caresses hypocrites. J'acceptais des sourires forcés. Mais chaque mot, chaque geste, je l'enfermais dans ma mémoire. Un matin, j'invitais quelques anciens employés à boire le thé. Je voulais savoir ce qu'ils avaient observé avant le drame. Chacun apporta une parcelle de vérité. Une serveuse raconta avoir surpris Sophie au téléphone. « Est-ce que c'est fait? Tu es sûre qu'elle ne se réveillera pas ?» Sur le moment, elle n'avait pas compris. Moi, je sentais la lame derrière ces mots. Un livreur, de son côté, se souvenait d'une livraison étrange. 2 jerrycans, commandés au nom d'un cousin de Sophie, déposés dans une ruelle proche. Rien d'illégal en soi, mais beaucoup trop troublant. J'écoutais, je notais, je classais. Ce n'était plus de simples suspicions, c'était une trame qui se dessinait. Puis la presse locale entra dans la danse. Un journaliste du Parisien voulut m'interroger. Il me demanda « Pensez-vous que l'incendie soit lié aux violences récentes dans le quartier ?» J'ai répondu calmement « Je n'ai pas toutes les réponses, mais parfois, l'ennemi n'est pas celui qu'on croit. » Cette phrase, reprise dans l'article, fit l'effet d'une étincelle. Les voisins commencèrent à chuchoter plus fort. Les regards changeaient. Et Sophie le sentit. Un soir, elle est venue chez moi, le visage tendu, les mots soigneusement choisis. « Madeleine, tu devrais arrêter de creuser. Laisse les choses suivre leur cours. Tu pourrais profiter de cette épreuve pour vivre plus sereinement. Tourner la page. » Ces mots m'écorchèrent, comme si 30 années de travail pouvaient disparaître d'un simple revers de main. Je l'ai laissé parler. J'ai souri avec douceur. Mais en moi, une décision était prise. Je n'allais pas seulement survivre. J'allais me battre. Car je comprenais enfin, Sophie n'agissait pas seule. Derrière elle, il y avait des cousins, des associés, peut-être même des hommes de l'ombre. Marc, lui, restait figé dans sa lâcheté, mais son silence valait un consentement. Mon avocate, quand je lui remis mes notes, me dit « Ce que vous décrivez n'est plus une simple querelle familiale. C'est peut-être une escroquerie organisée, mais il nous faut davantage, des preuves irréfutables, un enregistrement, un témoin prêt à signer. » Alors je redoublais d'efforts. J'affûtais ma patience comme un couteau. Chaque soir, je recopiais mes notes, je collais mes preuves. Je guettais les lapsus, les failles. Je tendais mes oreilles dans les cafés, j'envoyais des connaissances observer leurs faits et gestes. Et un soir, le destin frappa à ma porte. Une enveloppe glissée sous mon paillasson. À l'intérieur, il y avait des photocopies de relevés bancaires, des impressions de messages. Sophie y apparaissait clairement, parlant d'opérations, d'argent à couvrir, de risques à gérer. La main qui m'avait donné ces papiers restait inconnue. Était-ce un complice qui voulait se protéger? Un voisin inquiet? Je n'en savais rien. Mais je savais une chose, mon piège se refermait. En refermant mon cahier ce soir-là, j'ai ressenti une force nouvelle. Ce n'était plus seulement de la douleur, c'était une arme prête à frapper. Le feu avait détruit mon restaurant, mais il m'avait forgé plus dur que l'acier. Et je jurais, dans le silence de ma chambre, bientôt, leur masque tomberait. Le dossier avait pris, entre mes mains, l'allure d'un réel objet. Les feuilles s'empilaient, chacune portant une vérité en germe. Capture d'écran, relevé bancaire, témoignage daté, la copie de l'enveloppe anonyme. Me le moine feuilletait tout cela avec la même intensité que j'y mettais autrefois pour contrôler la cuisson d'un plat. Elle savait reconnaître le moment où la chaleur suffit pour transformer la matière. « Madame Besson, me dit-elle un après-midi en posant ses lunettes, nous pouvons déposer plainte avec constitution de partie civile. Vos éléments forment un faisceau d'indices sérieux. Mais il nous faudra une pièce parlante pour convaincre un juge d'instruction d'ouvrir une enquête pleine et entière. » Je savais qu'elle avait raison. Les rumeurs, même si elles brûlaient comme des torches, ne suffisaient pas en droit. Il fallait un aveu, une parole prise au piège, une preuve directe. C'était délicat. Prendre le risque d'enregistrer quelqu'un sans son consentement pouvait soulever des questions. Mais Meulemoine me rassura. Certaines preuves, si elles sont obtenues sans falsification et si elles sont probantes, sont recevables.
Nous devons simplement veiller à la légalité de la méthode. C'est ainsi que Lila entra définitivement dans l'histoire. Elle avait accepté, non par ambition, mais parce qu'elle avait senti, dès le début, qu'on avait voulu profiter de la faiblesse d'une femme seule. Elle connaissait Sophie depuis l'enfance et fréquentait le même café que Marc. Sa discrétion naturelle et sa présence dans ces lieux en faisaient un atout. Nous lui expliquâmes le plan avec pudeur. Se rapprocher d'eux, gagner leur confiance et, si l'occasion se présentait, obtenir une parole compromettante. Je sentais son hésitation, sa peur réelle des conséquences. Mais elle accepta. « Je ne veux pas faire de mal gratuitement, me dit-elle. Mais si ce que vous dites est vrai, il faut que la vérité sorte. » Elle avait un petit dictaphone, un appareil simple, discret. Nous le testâmes ensemble, prenîmes soin à ce que les enregistrements puissent être clairement géolocalisés dans le temps afin d'en préserver la crédibilité. Lila se rendit au rendez-vous, servit les cafés, rit aux plaisanteries et nota tout ce qu'on lui commandait mentalement. Sa présence me soulageait et me terrifiait à la fois. Les semaines qui suivirent furent faites d'attente et de tension. J'avais l'impression d'être à la fois au front et en retrait. J'agissais par procuration et je voulais garder l'illusion d'une vieille femme trop fragile pour comprendre. Le stratagème fonctionna. Confiants, ils parlèrent plus fort, laissèrent tomber leurs précautions. Lors d'une soirée où la fatigue avait dilué les prudences, Sophie eut une phrase qui devint une flamme. « Dès que l'assurance tombe, on prend tout. » Un rire s'ensuivit. Des termes précis furent évoqués. Compte, intermédiaire, couverture des risques. Lila saisit tout. Quand enfin nous eûmes l'enregistrement entre nos mains, j'eus la même sensation que la première fois où j'avais senti une sauce prendre. Une densité qui signifiait l'aboutissement d'un long travail. Me Lemoine l'écouta plusieurs fois, puis elle dit « Calme, c'est fragile juridiquement, mais c'est une pièce. Nous allons la déposer au dossier. » Nous déposâmes la plainte. Je me rendis au commissariat, accompagné de mon avocat. L'officier prit note avec une solennité presque officielle. Le logement de la plainte, la constitution de partie civile, des mots administratifs, mais qui résonnaient comme la mise en orbite d'une machine que je commençais à regarder comme un instrument de réparation. Les enquêteurs prirent le dictaphone en examen, demandèrent des copies des relevés bancaires. Peu après, la police financière se mêla à l'affaire. Des demandes de mise sous scellé furent émises. Des comptes furent gelés à titre conservatoire. J'appris que certaines sommes récemment transférées provenaient d'un compte proche de la famille de Sophie. Je ne goûtais pas la revanche comme un plaisir. Au contraire, j'étais saisie d'un mélange étrange. La douleur initiale, l'épuisement des démarches et cette étrange sérénité qui vient quand on estime avoir suivi le bon chemin. La procédure me rendait, d'une certaine façon, à mon rang d'ex-propriétaire blessé, transformant ma douleur en dossier lisible. Les perquisitions eurent lieu un matin de semaine. J'étais chez moi lorsque j'appris que la police était passée chez Sophie et chez Marc. Des feuilles saisies, des courriels imprimés, des agendas. Les voisins en parlèrent comme d'un événement d'un autre monde. Pour la première fois depuis des mois, je vis des silhouettes familières perdre leur assurance. Sophie n'était plus seulement la belle-fille souriante. Elle était désormais une personne faisant l'objet d'investigations. Une tension nouvelle monta entre Marc et moi. Là où auparavant existaient des gestes familiers, des petites complicités, désormais s'installa une distance lourde comme une pierre. Il n'osait plus me serrer la main. Et quand il osait parler, sa voix trahissait ce qui restait, honte peut-être, et une peur crue d'être pris à son propre piège. Je ne le jugeais pas avec violence. La blessure d'une mère est difficile à transcrire. Mais sa lâcheté m'avait coûté si cher que je ne pouvais l'oublier. Les médias commencèrent à s'emparer de l'affaire. Un article local mit l'hypothèse d'un incendie volontaire en lien avec un projet de reprise. Les voisins chuchotaient dans les rues. Certains me regardaient avec une compassion mêlée de respect. Parfois, la solidarité d'un quartier vaut plus qu'un dédommagement. Et surtout, je compris que ma patience avait porté ses fruits. Ce n'était plus mon seul cri, mais une affaire qui remontait documentée sur la table d'un juge. Le piège que j'avais tissé lentement n'était plus seulement une rumeur. Il était devenu preuve, encadré par des règles,
prêt à être débattu dans une salle où la vérité, quand elle s'y impose, a le verbe durable. La suite, je la pressentais. Des auditions, peut-être une confrontation, la mise en examen possible. Mais je ne souhaitais pas l'humiliation pour le seul plaisir de voir tomber ceux qui m'avaient trahi. Je voulais que la justice, enfin, prononce un nom et un fait. Ma vengeance, si l'on pouvait encore appeler cela vengeance, n'était plus personnelle. Elle était la réparation d'un tort qui n'aurait pas dû exister. Je retournais chez moi chaque soir, ouvrais mon cahier de cendres et ajoutais, d'une écriture mesurée, la chronologie des événements récents. Les pages étaient plus lourdes aujourd'hui. Elles portaient la trace d'une victoire qui n'était pas encore consommée, mais qui ne saurait tarder. Les jours qui suivirent la plainte furent teintés d'une lourdeur étrange. Je n'étais plus seulement une victime, j'étais devenue une plaignante, une femme dont la voix avait enfin trouvé un écho dans le langage froid de la justice. Pourtant, ce nouveau rôle m'apportait moins de réconfort que je l'espérais. Chaque matin, en me réveillant, je sentais le poids de ce combat sur mes épaules. L'attente, les démarches, la vigilance constante. Le juge d'instruction convoqua rapidement Sophie et Marc. Leurs noms apparaissaient désormais dans les registres judiciaires, associés à des termes terribles. Incendie volontaire, escroquerie organisée, abus de confiance. Quand j'entendis cela pour la première fois, un frisson me parcourut. Jamais je n'aurais imaginé que mon propre fils, mon sang, puisse se voir lié à de tels maux. Mais les preuves parlaient pour moi, et elles grandissaient chaque jour. Marc et Sophie commencèrent à se trahir eux-mêmes. Leurs gestes changeaient. Sophie, d'ordinaire si assurée, se mettait à parler trop vite, à justifier des choses que personne ne lui demandait. Marc, lui, se mura dans un silence maladroit. Quand il me rendait visite, ses phrases étaient hachées, ses mains moites, ses yeux fuyants. Une fois, il osa dire « Tu comprends, maman, Sophie voulait seulement améliorer notre avenir. » Je l'écoutais sans répondre, mais en moi, un gouffre s'ouvrit. Améliorer l'avenir, en réduisant en cendres le passé. Lila, de son côté, continuait son rôle discret. Elle me rapportait des conversations entendues dans les cafés où Sophie retrouvait ses cousins. Des phrases brèves, comme des éclats de verre. L'argent est bloqué tant que l'enquête continue. Madeleine ne tiendra pas, elle est trop fatiguée. Chaque mot alimentait mon cahier de cendres, désormais si rempli que ses anneaux grinçaient quand je l'ouvrais. Puis, il y eut la presse. Un grand quotidien titra « Incendie des Halles, une piste familiale privilégiée ». Mon nom n'y figurait pas, mais tout le quartier sut. Les regards changèrent à nouveau. Je sentais la compassion se transformer en indignation collective. Aux Halles, les commerçants murmuraient « On ne fait pas ça à sa propre mère ». Cette solidarité muette devint mon armure. Le juge ordonna une confrontation. Ce jour-là, j'ai revêtu ma robe noire la plus simple, comme pour un enterrement. Dans la salle, je les vis face à moi. Sophie soutenait mon regard avec défi, mais ses yeux trahissaient la peur. Marc, lui, semblait se dissoudre, incapable de lever la tête. Le juge posa des questions, énonça les preuves, fit écouter l'enregistrement obtenu par Lila. Sophie tenta de nier, d'accuser une manipulation. Marc resta muet, puis balbutia des excuses confuses. Je les regardais, immobiles, sans colère apparente. Mon silence était ma seule arme, et je savais qu'il pesait plus que n'importe quel cri. Après la confrontation, je sortis du tribunal avec une étrange sensation. Je n'avais pas triomphé, je n'avais pas perdu non plus. Mais j'avais vu leur visage se fissurer, et cela suffisait. Le soir, assise devant ma fenêtre, je contemplais la pluie qui tombait sur Paris. Je murmurais le nom de Paul. Je lui promis de tenir jusqu'au bout, non pour l'argent, non pour la revanche, mais pour l'honneur de ce que nous avions construit ensemble. Le feu avait détruit mon restaurant, il avait brûlé une partie de mon cœur, mais il m'avait aussi donné une arme que je n'avais jamais cru posséder. La détermination glaciale d'une femme qu'on croyait brisée, et qui, dans l'ombre, attend l'instant où la vérité éclatera au grand jour. La confrontation n'avait été qu'un avant-goût. Je l'avais senti. Le juge, le procureur, même les avocats présents avaient perçu les fissures dans leur discours. Mais je savais aussi que Sophie ne lâcherait pas facilement. Elle avait toujours eu cette arrogance glacée, ce sourire de femme qui croit contrôler le monde. Pourtant, derrière ses paroles assurées, j'avais vu ses mains trembler. Marc, lui,
sombrait chaque jour davantage. Son silence était devenu son seul langage. Les perquisitions révélèrent ce que j'attendais. Dans leur appartement, les enquêteurs trouvèrent des documents compromettants. Un projet de reprise du fonds de commerce daté d'avant l'incendie. Des échanges d'emails avec un notaire douteux, où il était question d'anticipation et de couverture en cas de sinistre. Quand le moine m'apprit cela, je restais de marbre. En moi, pourtant, une douleur sourde se mêlait à une satisfaction glaciale. Au quartier, la rumeur se fit vérité. Les halles vibraient d'indignation. Le poissonnier me lança un jour. On a tous vu Sophie rôder avant le feu. On ne voulait pas y croire, mais maintenant c'est clair. Et la fleuriste ajouta: une belle fille qui brûle le travail de 30 ans, ça ne mérite même pas le pardon de Dieu. Je hochais la tête, mais je ne répondais rien. Je savais que l'indignation collective était une lame à double tranchant. Elle me soutenait, mais elle me rappelait aussi chaque minute l'ampleur de ma trahison familiale. Sophie tenta une manœuvre. Un soir, elle vint frapper à ma porte. Ses yeux étaient rouges, mais ses gestes restaient calculés. Elle m'appela maman d'une voix faussement tremblante, s'accusant à demi pour mieux rejeter la faute sur Marc. J'ai suivi, j'étais influencée. C'est lui qui a insisté. Je la laissai parler, déverser son théâtre. Puis, doucement, je lui répondis: « Garde tes explications pour le juge, Sophie. Pas pour moi. » Elle resta figée, incapable de sourire. Dans son regard, pour la première fois, j'ai vu non pas l'arrogance, mais la peur. Marc, lui, glissait dans l'abîme. Un soir, ivre, il entra chez moi sans frapper. Ses larmes coulaient, ses mots se brisaient. « Je n'ai jamais voulu ça, maman. Sophie a dit que on avait besoin d'argent. J'aurais pu le prendre dans mes bras, mais je ne l'ai pas fait. J'ai écouté en silence, comme on écoute le dernier souffle d'un mourant, car ce fils-là n'était plus le mien. Il était devenu complice, même par faiblesse, et cette faiblesse avait failli me tuer. La presse, elle, ne ménagea plus rien. Un grand quotidien publia un dossier complet, Les flammes des Halles, quand la famille devient ennemie. Les photos de Sophie et Marc, floutées mais reconnaissables, apparurent aux côtés de phrases terribles. Escroquerie, incendie volontaire, abus de faiblesse. Le scandale éclata. Ils ne pouvaient plus sortir dans la rue sans sentir le poids des regards accusateurs. Et moi, je n'avais rien à faire. Je n'avais plus besoin de crier ni de chercher. Le piège s'était refermé, doucement, inévitablement. Ils avaient tissé eux-mêmes la corde de leur propre pendaison. Un soir, j'ai rouvert les lettres de Paul. Dans l'une d'elles, il écrivait: « Madeleine, ne lutte pas dans le bruit. Attends, les masques tombent toujours. » Je souris en silence. Les masques tombaient, en effet. Et bientôt, il ne resterait plus que leur visage nu, exposé devant la justice. Le jour tant redouté et attendu arriva enfin. La première audience au tribunal de grande instance de Paris. Depuis des semaines, les journaux parlaient de l'affaire des Halles, les voisins commentaient chaque rumeur, et moi, je vivais suspendu à ce rendez-vous. Ce matin-là, je sortis de chez moi vêtu d'un manteau noir simple, le même que j'avais porté lors de l'enterrement de Paul. Je voulais qu'ils comprennent que pour moi, cette journée était un deuil, celui de la confiance. La salle 4 était pleine. Journalistes, curieux, voisins, tout le quartier semblait avoir pris place sur les bancs. Quand je franchis la porte, un silence pesant s'abattit. Je sentais les regards se poser sur moi, certains chargés de compassion, d'autres avides de scandale. Je m'assis au premier rang, juste derrière le procureur. Puis ils entrèrent. Sophie, la tête haute mais les lèvres pincées, vêtue avec soin, comme si un tailleur pouvait encore masquer sa chute. Marc, lui, semblait avoir vieilli de 10 ans. Son dos voûté, ses yeux rouges, ses mains crispées sur le dossier de sa chaise. J'eus un instant l'impression de revoir le petit garçon qu'il avait été, effrayé d'être grondé. Mais ce n'était plus un enfant. C'était un homme jugé pour avoir trahi sa mère. Le président du tribunal ouvrit l'audience d'une voix claire. Nous examinons aujourd'hui les charges d'incendie volontaire, d'escroquerie en bande organisée et d'abus de faiblesse. Chaque mot frappait comme un marteau. Je fixais mes mains jointes, mais mes oreilles captaient tout. Le procureur prit la parole, exposa méthodiquement les faits. L'expertise qui confirmait l'usage d'accélérants, les virements bancaires suspects, l'enregistrement obtenu par Lila, les témoignages du quartier.
Chaque pièce du puzzle était présentée, implacable. Sophie tenta de se défendre. Sa voix tremblait, mais elle jouait encore son rôle. J'aimais Madeleine comme une mère. Je n'aurais jamais pu faire ça. Ce sont des malentendus, des coïncidences. Son avocat, jeune et trop sûr de lui, répétait les mêmes phrases. Un faisceau d'indices, rien de certain, accusations basées sur des rumeurs. Mais le juge la coupa sèchement. Alors, madame, comment expliquez-vous ces courriels où vous écrivez « Après l'assurance, nous reprenons les murs. Marc est d'accord. » Sophie blêmit, ses mots se brouillèrent, son masque se fissura. Marc fut interrogé à son tour. Ses réponses étaient hésitantes, ses mains tremblaient. Puis, sous la pression, il lâcha une phrase qui résonna dans toute la salle. J'ai fermé les yeux, j'ai laissé faire. Je n'ai pas eu le courage de dire non. Un frisson parcourut l'assemblée. Moi, je restais immobile. Ces mots n'étaient pas une confession totale, mais ils étaient pires encore. L'aveu d'une lâcheté, d'une complicité par silence. Les témoins défilèrent ensuite. Karim, la serveuse, Lila. Tous confirmèrent ce que j'avais déjà noté dans mon cahier de cendres. Chaque témoignage ajoutait une pierre au mur qui les enfermait. ¿Cómo mejorar tu sensibilidad a la insulina para fortalecer músculos y evitar sarcopenia? ¿Sabías que perder sensibilidad a la insulina no solo aumenta la grasa abdominal, sino que también acelera la pérdida de músculo después de los 50? Imagina esto, comes lo mismo de siempre, pero con el paso de los años te sientes más cansado, te cuesta recuperar fuerzas y notas que tu ropa se ajusta más en la cintura. Eso no es solo edad, es una señal de que tu cuerpo ya no responde igual a la insulina, la llave que lleva el azúcar de la sangre a las células. Aquí viene la promesa. Mejorar tu sensibilidad a la insulina puede ayudarte no solo a mantener un nivel de glucosa más estable, sino a proteger tus músculos y retrasar la temida sarcopenia, esa pérdida de masa y fuerza que nos roba independencia. La ciencia lo respalda. Estudios muestran que incluso una mejora del 10 a 20% en la respuesta a la insulina se asocia con más energía y mejor función muscular en adultos mayores. Y no hablamos de fármacos complicados, hablamos de alimentos, de hábitos diarios, de pequeños ajustes que tú puedes empezar hoy. En los próximos minutos descubrirás 5 palancas muy concretas. Cómo diseñar un desayuno que enciende la respuesta metabólica. ¿Por qué el orden en que comes proteína, fibra y carbohidratos importa? ¿Cuál es el momento dorado para disfrutar de tus carbohidratos sin culpa? ¿Cómo un paseo de 10 minutos después de comer puede marcar la diferencia? ¿Y qué rutinas sencillas de fuerza, presibras musculares clave? Si te quedas conmigo solo 2 minutos más, tendrás un mini plan que podrás anotar y aplicar desde esta misma semana. Enfin, on m'appela à la barre. Je me levai lentement, sentant le poids des regards. Ma voix pourtant fut claire. J'ai perdu un restaurant, mais surtout j'ai perdu la confiance en mon fils et en ma belle-fille. Le feu a emporté des murs et des objets, mais leur silence et leurs mensonges ont brûlé bien plus encore. Je n'accusais pas, je racontais, sobrement. Et je conclus, on ne détruit pas 30 ans de vie pour quelques billets d'assurance. Pas sans que la vérité finisse par parler. Un silence lourd suivit mes mots. Même le juge sembla ému. Quand l'audience fut levée, le procureur demanda la mise en examen de Sophie pour incendie volontaire et escroquerie et celle de Marc pour complicité. La salle bourdonnait, les journalistes griffonnaient, les flashs crépitaient. Je sortis sans un mot, mon foulard noir serré autour du cou. Sur le parvis, une journaliste me demanda « Madame Besson, est-ce une victoire ?» Je répondis doucement « Non, ce n'est pas une victoire, c'est seulement la fin d'un mensonge. » Le soir, assise chez moi, j'ai ouvert mon cahier de cendres et ajouté une nouvelle page. Audience préliminaire, Sophie et Marc mis en examen. Puis j'ai soufflé la lampe, avec le sentiment étrange que ma vengeance silencieuse avançait, pas à pas vers son aboutissement. L'audience préliminaire avait ouvert une brèche, mais ce n'était qu'un prélude. Le véritable procès, celui où tout serait exposé publiquement, fut fixé 3 mois plus tard. 3 mois d'attente rythmés par les articles de presse, les conversations de voisinage et mes nuits d'insomnie. Au hall, chacun semblait attendre ce procès comme on attend une représentation tragique. Tout le monde connaissait déjà l'histoire, mais voulait voir la chute en direct. Le matin du jugement, je traversais la cour du tribunal d'un pas lent. Mon foulard noir me couvrait le cou,
Mes cheveux argentés étaient tirés en un chignon sévère. Dans mes mains, je tenais mon cahier de cendres, comme une bible personnelle. Les journalistes étaient là, carnets et caméras tendues. Je ne répondis à aucune question. J'avais appris à me taire, et ce silence me donnait plus de force que n'importe quel discours. La salle d'audience était bondée, les bancs occupés par des voisins, des commerçants, des curieux. Leurs regards se posèrent sur moi avec respect, sur Sophie avec haine, sur Marc avec pitié. Le président du tribunal entra, et d'un coup de marteau, la pièce commença. Le procureur parla longtemps. Il retraça l'histoire point par point. Le restaurant, le feu, l'expertise technique, les virements bancaires, les emails, les enregistrements. Puis il prononça des mots d'une froideur implacable. Ce que nous avons ici n'est pas une erreur ni une simple négligence. C'est un incendie volontaire, une escroquerie pensée, une trahison familiale. Sophie tenta une dernière fois son théâtre. Sa voix était pleine de fausses larmes. J'aimais Madeleine comme ma mère. Tout cela est une erreur d'interprétation, une mise en scène contre moi. Mais le procureur brandit le courriel imprimé, celui où elle écrivait noir sur blanc. Dès que l'assurance tombe, on reprend les murs. Marc est d'accord. La salle se mit à murmurer. Sophie pâlit. Son masque se fissura définitivement. Marc, interrogé, baissa la tête. Sa voix était brisée. Je n'ai pas allumé le feu, mais j'ai su. J'ai fermé les yeux. Je n'ai pas eu la force de dire non. Un silence de plomb s'abattit. C'était un aveu, à demi-mot, mais un aveu tout de même. Pour moi, c'était pire qu'une confession. C'était la reconnaissance de sa lâcheté. Les témoins défilèrent. Karim parla de ce qu'il avait vu. La serveuse raconta la conversation entendue. Lila, courageuse, fit écouter son enregistrement devant tout le monde. Chacun de leurs mots ajoutait une pierre au mur qui enfermait Sophie et Marc. Puis ce fut mon tour. Je me levai, cahier de cendres en main. Ma voix était calme. On a brûlé mes murs, mais on a surtout brûlé ma confiance. On m'a prise pour une vieille femme faible, mais j'ai attendu. J'ai regardé, j'ai noté. Et aujourd'hui, je suis là, non pour crier vengeance, mais pour rappeler que la vérité finit toujours par éclater. Le silence qui suivit fut plus lourd que tous les cris. Même le juge baissa un instant les yeux. Après des heures de débat, le tribunal se retira pour délibérer. L'attente dura une éternité. Sophie tremblait, Marc se tordait les mains. Moi, je restais droite, immobile. Enfin, le verdict tomba. Sophie Besson est reconnue coupable d'incendie volontaire et d'escroquerie en bande organisée. Elle est condamnée à 8 ans de prison ferme. Marc Besson est reconnu coupable de complicité et recel. Il est condamné à 3 ans de prison avec sursis et à l'interdiction de gérer un commerce. Un murmure parcourut la salle. Certains soupirèrent, d'autres hochèrent la tête. Moi, je ne fis rien. Je n'applaudis pas. Je ne pleurais pas. Je restais silencieuse, le regard fixé devant moi. À la sortie, les journalistes m'encerclèrent. « Madame Besson, est-ce une victoire ?» Je répondis doucement. « Ce n'est pas une victoire. C'est seulement la fin d'un mensonge. » Le soir, seul dans mon appartement, j'ouvris une bouteille de vin que Paul avait gardée pour une occasion spéciale. J'en versai un verre et murmurai « Voilà, mon amour. Ils ont détruit notre restaurant, mais pas ma dignité. » Et pour la première fois depuis des mois, je sentis le silence m'apporter une paix véritable. Le verdict avait clos un chapitre, mais pas mes blessures. Pendant plusieurs jours, j'ai erré dans mon appartement comme une étrangère dans ma propre vie. Le silence, que j'avais choisi comme arme, m'enveloppait désormais d'une paix étrange. Sophie derrière les barreaux, Marc condamné à vivre avec la honte. La justice avait parlé. Pourtant, aucun jugement ne pouvait me rendre le parfum des plats mijotés, le rire des clients, la chaleur de la table de Paul. L'assurance finit par débloquer une indemnisation. Les chiffres me parurent froids, mécaniques, indécents face à la valeur de mes souvenirs. Je réglais mes dettes, rangeais les papiers, puis je me demandais que faire de cet argent. Recommencer ? À 65 ans, avais-je encore la force d'ouvrir un nouveau restaurant ? Je savais déjà la réponse. Mon cœur n'avait plus la même flamme. Alors j'ai pris une décision inattendue. J'ai vendu le terrain calciné à une association culturelle du quartier. Quelques mois plus tard, une salle lumineuse se dressait à la place de mes ruines. Les enfants y apprenaient la musique, le théâtre, la danse. La première fois que j'ai franchi le seuil, une boule m'est montée à la gorge.
Les rires des petits résonnaient là où autrefois s'élevaient les conversations de mes clients. Je me suis dit que Paul aurait souri. Tant que ça vit, ça sert, disait-il toujours. Quant à Marc, je ne l'ai plus revu. Certains affirmaient qu'il avait quitté Paris, qu'il se perdait dans de petits boulots sans avenir. Je n'ai pas cherché à savoir. Mon cœur de mère saignait encore, mais je refusais de nourrir ce sang. Sophie, pour moi, n'existait plus. Elle était une ombre derrière des barreaux. Et moi, je n'étais plus restauratrice, ni épouse, ni mère dans le sens plein de ce mot. J'étais devenue autre chose, une survivante. Chaque matin, je marchais aux Halles, je choisissais mes légumes comme si j'allais encore cuisiner pour 20 personnes, puis je rentrais préparer un potage pour moi seule. Le soir, je relisais les lettres de Paul, je souriais à ses phrases simples comme des caresses d'outre-tombe. Le verdict avait clos un chapitre, mais pas mes blessures. Pendant plusieurs jours, j'ai erré dans mon appartement comme une étrangère dans ma propre vie. Le silence, que j'avais choisi comme arme, m'enveloppait désormais d'une paix étrange. Sophie derrière les barreaux, Marc condamné à vivre avec la honte. La justice avait parlé. Pourtant, aucun jugement ne pouvait me rendre le parfum des plats mijotés, le rire des clients, la chaleur de la table de Paul. L'assurance finit par débloquer une indemnisation. Les chiffres me parurent froids, mécaniques, indécents face à la valeur de mes souvenirs. Je réglais mes dettes, rangeais les papiers, puis je me demandais que faire de cet argent. Recommencer? À 65 ans, avais-je encore la force d'ouvrir un nouveau restaurant? Je savais déjà la réponse. Mon cœur n'avait plus la même flamme. Alors j'ai pris une décision inattendue. J'ai vendu le terrain calciné à une association culturelle du quartier. Quelques mois plus tard, une salle lumineuse se dressait à la place de mes ruines. Les enfants y apprenaient la musique, le théâtre, la danse. La première fois que j'ai franchi le seuil, une boule m'est montée à la gorge. Les rires des petits résonnaient là où, autrefois, s'élevaient les conversations de mes clients. Je me suis dit que Paul aurait souri. Tant que ça vit, ça sert, disait-il toujours. Quant à Marc, je ne l'ai plus revu. Certains affirmaient qu'il avait quitté Paris, qu'il se perdait dans de petits boulots sans avenir. Je n'ai pas cherché à savoir. Mon cœur de mère saignait encore, mais je refusais de nourrir ce sang. Sophie, pour moi, n'existait plus. Elle était une ombre derrière des barreaux. Et moi? Je n'étais plus restauratrice, ni épouse, ni mère dans le sens plein de ce mot. J'étais devenue autre chose, une survivante. Chaque matin, je marchais aux Halles, je choisissais mes légumes, comme si j'allais encore cuisiner pour 20 personnes, puis je rentrais préparer un potage pour moi seule. Le soir, je relisais les lettres de Paul, je souriais à ses phrases simples, comme des caresses d'outre-tombe. Je n'attendais plus rien, sinon cette sérénité d'avoir tenu ma promesse. Défendre notre nom, défendre notre vie. Le feu avait voulu réduire mon existence en cendres. Mais de ces cendres, j'avais forgé une vérité, une dignité que personne ne pourrait m'arracher. Parfois, je passe devant la façade neuve de la salle culturelle. J'entends des notes de piano, des éclats de voix d'enfants. Je m'arrête, je ferme les yeux et je murmure « Paul, ils ont pris nos murs, mais pas notre âme. » Puis je reprends ma marche dans les rues de Paris. Je suis Madeleine, 65 ans, veuve, trahie par mon fils et ma belle-fille. Mais debout, toujours debout. Et je sais, désormais, que le silence peut aussi être une forme de justice.